Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de soirée. Vous avez, dans une première partie, entendu un débat tout à l'heure. Alors, moi, je vous propose que ce deuxième débat de la soirée se fasse autour du sujet de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes. Alors, je suis entourée de journalistes. Je vais déjà dans un premier temps me présenter. Donc moi, je m'appelle Marilyn Baumard, je suis journaliste pour Le Monde Afrique, ce qui vous expliquera qu'on parle plus du Monde Afrique, mais ce n'est pas la seule raison, puisque autour de moi, j'ai 3 journalistes qui, eux aussi, travaillent sur le terrain africain. Donc les choses, on n'aurait pas le temps, de toute façon, en 2 heures, de vous raconter la sécurité des journalistes et du métier sur la planète entière. Donc voilà, il faut bien se cantonner à une zone et ce sera celle que nous avons choisie. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les journalistes qui m'entourent. Je vais commencer par vous, Jenna. Donc vous vous appelez Jenna Lebras. Vous êtes journaliste indépendante, correspondante pour la presse étrangère et française pendant 5 ans en Égypte, d'où vous rentrez juste. Outre l'Égypte, vous avez travaillé aussi un petit peu sur le Soudan, sur la Libye, donc une expérience de terrain qui sont compliquées. Alors vous travaillez pour à la fois en information chaude, j'ai envie de dire, donc pour des médias comme Le Figaro, comme RTL, comme France 3, et puis vous travaillez aussi sur des sujets plus longs, ce qui demande une approche un petit peu différente. Alors vous êtes arrivé en Égypte après le coup d'État militaire de 2013 et vous avez couvert le retour en force de la dictature à la tête du pays et la confiscation de la révolution. Donc vous nous raconterez tout ça. Je me tourne vers vous maintenant à ma gauche, Rached Chérif. Donc vous êtes né à Paris de parents tunisiens et vous vous êtes installé en Tunisie à l'été 2002. Reparti là-bas pour poursuivre des études de gestion et de commerce international. On se demande bien pourquoi. Vous vous l'êtes demandé aussi un jour vous-même, puisque en 2011, vous avez totalement bifurqué. Alors 2011, évidemment, c'est la révolution tunisienne. Et là, vous commencez à vous impliquer dans des mouvements de jeunes, et puis à écrire, à faire de la photo. Et depuis, donc, vous êtes journaliste, photographe et écriture pour le Courrier de l'Atlas. Vous animez depuis 5 ans une chronique d'actualité internationale sur la radio publique francophone et vous collaborez aussi avec d'autres journaux, d'autres formats pour vous intéresser à la migration, un sujet qui me tient à cœur, puisqu'avant le Monde Afrique, j'ai travaillé aussi sur ce sujet, et un sujet qui n'est pas facile à couvrir. Et vous continuez en même temps donc vos engagements associatifs, ceux qui vous ont amené vers le journalisme, et ce qui vous permet de vous intéresser aux questions de société, mais aussi de politique, de droits des femmes, d'environnement, et tous ces sujets qui sont peut-être parfois plus faciles à traiter que des sujets politiques, mais vous nous le direz. Et je me tourne vers vous maintenant, Bios Diallo. Alors vous nous venez de Mauritanie. Vous êtes directeur de la formation au ministère de la Culture en Mauritanie et vous dirigez depuis 2010 les rencontres littéraires Traversée Mauritanides, qui raconte et qui accueille chaque année des écrivains du monde entier autour de sujets qui touchent à la littérature. Vous êtes vous-même écrivain dans plusieurs types d'écriture, puisque vous avez écrit des poèmes, mais aussi un roman, et puis vous vous intéressez aussi au sujet d'actualité, et en 2013, vous avez travaillé aussi sur la crise malienne, donc un sujet qui touche à la fois au journalisme et en même temps à l'écriture. Donc j'aimerais, et tout à l'heure vous nous parlerez de cette écriture, de ce journalisme qui est à mi-chemin entre littérature et journalisme. Et là, je voudrais juste signaler que vous allez bientôt, puisqu'on parlait des migrants avec vous, Rached, vous allez publier bientôt un livre qui s'appelle La Saigne, qui veut raconter
comment l'Afrique souffre de tous ces départs de migrants et comment elle perd une partie de sa force. Alors, est-ce que ce sera journalistique ou est-ce que ce sera littéraire ? Les deux à la fois, voilà, à mi-chemin entre les deux. Donc, vous voyez qu'on peut aussi mêler les genres, mais ça, je sais que vous l'avez déjà découvert durant le début de ces rencontres, et que ce sujet va être encore abordé demain dans les différents points de rencontre. Alors, je voudrais qu'on commence avec une question que je vais vous poser à chacun, à votre tour, qui est un petit peu un panorama, alors pas du tout exhaustif, puisqu'on est, nous, sur la liberté de la presse, qu'on est sur la liberté de travailler en tant que journaliste. Donc on va commencer par vous, Jenna, et j'aimerais que vous nous racontiez ce qui était difficile, ce qui a été difficile pour vous durant ces 5 années que vous avez passées en Égypte. Alors déjà, peut-être pour recontextualiser, moi je suis arrivée en Égypte début 2014, donc quelques mois après le coup d'État militaire qui a renversé le président islamiste Mohamed Morsi, et juste après l'été 2013, durant lequel s'est déroulé un massacre assez important, le massacre de Rabat, dont on parle très peu, mais c'était le premier signal du retour en force de la dictature militaire. Moi, je suis arrivée dans ce pays début 2014, quelques jours avant l'élection présidentielle, qui n'était... voilà, il n'y avait pas beaucoup de suspense sur cette élection. On savait que Abdel Fattah al-Sisi allait remporter cette élection. Et moi, quelque chose que je n'ai pas tout de suite perçu en arrivant, c'est que je suis arrivée dans un pays où énormément de journalistes étrangers décidaient de partir. Et je pense que quand on est... voilà, moi, j'ai été diplômée seulement depuis quelques mois. C'était ma première expérience sur un terrain étranger. Et je n'ai pas pris la mesure, en fait, du signal très mauvais pour le pays de voir tous ces journalistes partir. Alors, bien évidemment, il y avait, de la part des journalistes étrangers, beaucoup de fatigue, parce qu'ils avaient couvert la Révolution, le coup d'État. Ça a été des mois et des années très difficiles. Mais il y avait aussi une dépression très forte chez ces reporters qui, d'un coup, voyaient le pays se resserrer, un pouvoir très féroce voilà, reprendre la main sur le pays et, d'un coup, se voir confisquer toutes les possibilités de travailler librement. Moi, c'est quelque chose qu'à l'époque, je n'ai pas vraiment bien perçu. Et en fait, ce n'était que le début du retour de la dictature, et les choses se sont empirées au fil des années. Aujourd'hui, l'Égypte, selon le classement de RSF, est 161 dans le classement. Je le disais déjà ce matin pour ceux qui étaient là à la table ronde de 10h30. Avant Moubarak, l'Égypte était classée 127e. Donc ça donne déjà une idée comment, en moins de 10 ans, allez, 10 ou 15 ans, si on prend une fourchette assez large, comment la liberté de la presse et du coup la sécurité des journalistes a été fortement entachée par ce nouveau régime. Alors ça s'est manifesté comment pour vous ? Alors moi, j'ai toujours à cœur de comparer la situation entre les journalistes locaux, qui sont égyptiens, et les journalistes étrangers, puisqu'évidemment, la situation n'est pas la même. À mon sens, aujourd'hui en Égypte, il est quasiment impossible de faire du journalisme quand on est égyptien. Du moins, c'est une profession qui coûte vraiment très cher. L'Égypte, aujourd'hui, c'est un pays où toutes les libertés fondamentales ont été confisquées. C'est un pays dans lequel les journalistes sont muselés, les opposants sont mis en prison, et globalement où toute voix critique est complètement réprimée. Donc aujourd'hui, faire du journalisme en Égypte, quand on est égyptien, c'est du suicide. C'est du suicide. Voilà, il y a énormément de journalistes qui sont emprisonnés, qui sont torturés, qui sont condamnés à des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Il y a aussi énormément de disparitions, puisque c'est une pratique qui est très très courante en Égypte. Il y a 3 disparitions forcées par jour en Égypte, et ça concerne aussi les journalistes. Donc voilà, ça c'est la réalité pour les Égyptiens. C'est devenu extrêmement compliqué. Alors il y a quelques Égyptiens exilés qui essayent de faire du journalisme depuis l'étranger, mais voilà, ça pose un certain nombre de questions, et puis il y a des contraintes qui rendent le travail un peu compliqué. Pour les correspondants, bien évidemment, encore une fois, quand on a un passeport étranger, on a... je ne dirais pas un sésame pour la liberté, mais en tout cas, on est autorisé à faire beaucoup plus de choses, ou du moins on s'autorise à faire beaucoup plus de choses.
Parce qu'on sait qu'au bout du bout, quand il nous arrive quelque chose, il y a quand même de grandes chances que notre ambassade vienne nous chercher et nous défende. Alors, bien évidemment, en fonction du pays, avec plus ou moins de vigueur. Mais voilà, on a quand même ce sésame qui nous protège de beaucoup de choses. Néanmoins, c'est quand même très compliqué. J'en parlais aussi un peu ce matin, tout ce qui est question militaire, question de corruption, tout ce qui est syndicalisme, sont vraiment des sujets avec lesquels il faut faire très attention. La question des islamistes aussi, du terrorisme. Voilà, c'est un peu compliqué, il y a énormément de sujets sensibles. Il y en a qui sont bien identifiés, d'autres pas. Et je pense et qu'est-ce qui se passe quand on commence à travailler sur un sujet sensible sans, voyez, en pensant qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé à vous? Je crois que, évidemment, avec le temps, on sait un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Le but du jeu aussi, je pense, c'est de... On a confisqué beaucoup de liberté aux journalistes égyptiens. Donc le challenge pour nous, en tant que journalistes étrangers, c'est d'essayer de faire le boulot autant que possible et de les aider à transmettre des informations qu'eux ne peuvent pas transmettre parce que c'est trop dangereux pour eux, dans la mesure du possible. Après... moi, sincèrement, je n'ai pas l'impression de m'être réellement privée de sujets, mais au prix de beaucoup d'angoisse et puis de situations qui peuvent être un peu compliquées. Alors, ça peut être plein de choses, hein, mais les renseignements égyptiens aiment beaucoup fouiller les appartements, aiment beaucoup pister les journalistes. Il y a aussi des arrestations, même des étrangers, c'est assez courant, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà, mais le but du jeu aussi de l'État égyptien, c'est beaucoup d'intimider. Et c'est aussi là que c'est compliqué de définir les lignes rouges, parce que bien souvent on essaye de vous intimider et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va réellement trop loin et qu'on risque vraiment quelque chose, et quand on essaie juste de vous faire comprendre qu'il faut s'arrêter, mais que ça n'ira pas plus loin. C'est assez compliqué. Après, je pense qu'il faut... voilà, encore une fois, je le disais ce matin, je pense que le journalisme dans un pays comme l'Égypte, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays, c'est aussi une forme de militantisme. Donc je crois qu'il faut aussi accepter de se mettre en danger et de refuser qu'on nous interdise et refuser de s'interdire certains sujets. Et quelles étaient les rédactions et quelles étaient les réactions de vos rédacteurs en chef à Paris et quelles lignes rouges vous fixait-il? Est-ce que cette priorité de la sécurité, c'est quelque chose de très présent ou pas? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre que les rédacteurs en chef à Paris se rendent bien compte. Sincèrement. Je pense qu'il y a une idée globale de l'état du pays, et encore une fois, je parle de l'Égypte, mais c'est le cas dans d'autres pays, mais globalement, je pense que quand il y a des soucis de sécurité, c'est moi qui ai eu tendance à les alerter, en leur disant, voilà, là c'est chaud, là je me sens en danger, là on m'a appelé en pleine nuit en me disant qu'il fallait arrêter, là je me sens suivie, etc. Et en même temps, voilà, les rédacteurs en chef, c'est toujours aussi un peu compliqué, ils ont énormément de correspondants, ils ont énormément de pays à suivre, et donc ils ne peuvent pas être au fait toujours, voilà, de ce qui se passe partout. Donc je dirais qu'en termes de sécurité, c'est plus à nous, correspondants, journalistes sur place, d'être capables d'évaluer quand est-ce que ça devient trop dangereux et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Voilà, c'est évidemment les rédacteurs en chef, ils sont quand même assez rares à pousser vraiment au casse-pipe. Mais vous ne trouvez pas que dans le fond, c'est un petit peu scandaleux que ce soit, vous êtes donc freelance et que les journaux n'aient pas des permanents dans les pays dangereux, mais travaillent avec des freelances, non ? Ah bah ça, je pense qu'après, c'est toute la question de la précarité du journalisme. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Moi, je pense que la question de la précarité des journalistes dans les pays notamment qui sont compliqués, je pense que c'est une vraie question. Et on en parlait, les intervenants en parlaient dans une table ronde un peu plus tôt. Évidemment, ça a un impact sur la qualité du journalisme et aussi sur son indépendance, bien évidemment, parce que quand on n'a pas les moyens de faire correctement son travail pour des raisons financières ou pour des raisons de sécurité, ça impose évidemment un problème. On prend des risques. Ouais. Ok. Bon, on reviendra sur tous ces sujets. Alors, si on parle de la Tunisie juste après avoir parlé de l'Égypte, effectivement, comme on se le disait tout à l'heure, ça va paraître idyllique de travailler en Tunisie. Est-ce que ça l'est vraiment ? Est-ce que ça est vraiment... À côté d'Égypte, oui. Okay. Tout est relatif, vous allez me dire. Absolument. Ouais. Après, dans l'absolu, il y a eu effectivement en 2011 cette ouverture incroyable, un espace de liberté qu'on n'avait jamais connu.
des associations, des médias qui se créent par dizaines. Et en fait, si ces médias prospèrent et en tout cas travaillent assez librement, c'est plutôt en raison d'une faiblesse de l'État et d'un retrait finalement du contrôle exercé jusque-là par certaines autorités. Et finalement, on a un peu un espace de liberté par défaut. Et jusqu'à très récemment, finalement, il y avait peu de partis qui avaient le moyen de reprendre le contrôle de la situation et de réimposer un contrôle strict des médias. Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a des signaux plutôt inquiétants. 2018 a été plutôt un mauvais cru. On parle d'environ une dizaine d'agressions de journalistes par mois. Mais les agressions qui sont d'abord le fait aussi de la population, du citoyen lambda, parce qu'il y a une défiance, mais ça c'est assez généralisé. Mais finalement, il y a aussi des forces de l'ordre, donc on pense à la police, à la garde nationale et les militaires, qui, les vieilles habitudes ont un peu la vie dure et commencent à reprendre dessus. On voit des tentatives d'intimidation, des interrogatoires complètement non justifiés, des visites au domicile. Est-ce que vous avez connu ça? Alors, moi, personnellement, non, mais les correspondants étrangers sont ciblés par ce genre d'attitudes, qui ne sont pas toujours alors, le fait du pouvoir central. Et c'est assez curieux parce que le ministère de l'Intérieur et certains départements au sein du ministère de l'Intérieur tournent un peu en roue libre. Et on se retrouve parfois, donc on a un club des correspondants étrangers, et donc on se signale systématiquement des incidents de ce type. Et on les fait remonter jusqu'à la présidence qui nous les demande, comme si en fait elle n'avait plus de contrôle sur certaines parties de son appareil sécuritaire. Donc c'est plutôt inquiétant. Et ça c'est nouveau, depuis quelques années. Et ça c'est assez récent, ça date d'1 ou 2 ans vraiment. Jusque-là, on pouvait travailler, on le peut encore d'une certaine manière, oui, mais on travaille plutôt librement, la liberté de ton et de mise, y compris chez les médias tunisiens. Il y a vraiment beaucoup de médias tunisiens. Alors là où il y a un autre souci, c'est plutôt les médias tunisiens qui commencent à être très partisans et bref, à avoir des agendas propres voilà, bref, à soutenir plutôt certaines parties que d'autres. Mais en termes de sécurité, oui, bon, les journalistes tunisiens travaillent, sont organisés en syndicat, un syndicat qui a toujours été une petite épine dans le pied, y compris du temps de Ben Ali, le syndicat national des journalistes tunisiens, et qui continue aujourd'hui à systématiquement porter plainte quand il y a des agressions, soutenir ces journalistes. De manière inédite, début 2018, il y a eu une journée de grève des journalistes pour vraiment, suite à des agressions et des menaces. Donc voilà. Une journée pour la liberté de la presse. Pour la liberté de la presse, tout à fait, pour protester contre ces menaces et contre l'inaction et l'impunité surtout des agresseurs. Et jusqu'à présent, de mémoire, il n'y a pas eu de condamnation exemplaire et la justice, généralement, n'est pas rendue dans ces cas-là. Donc oui, à côté de l'Égypte, c'est plutôt un espace libre. Mais voilà, il y a des signaux inquiétants. Et dans ce pays qui se prétend être en tout cas le dernier rescapé du printemps arabe, la seule démocratie de la région, voilà, il faut vraiment être vigilant. On l'est, on le reste. Les journalistes, y compris les journalistes étrangers, sont très mobilisés sur cette question-là, très intransigeants, et ils sentent vraiment qu'ils forment une sorte de rempart avant le retour de... À Tunis, par exemple, il y a combien de journalistes étrangers ? Tous les médias, quasiment français en tout cas, sont représentés. France Média Monde, Libération, La Croix, Figaro, Le Monde évidemment. AFP a une grosse équipe. Il y a également les médias... Donc, au moins une vingtaine. Oui, facilement largement. Une vingtaine. Des correspondants allemands, espagnols, italiens, américains, etc. Donc oui, il y a un gros contingent. Et l'information circule bien. Donc il y a vraiment une coopération entre tous ces gens-là. Il y a une coupure avec les journalistes locaux. Alors, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges? Comme on disait tout à l'heure avec Jenna, qu'il y a une sorte de conscience du journaliste étranger qu'il doit porter la parole du journaliste local qui, lui, ne peut pas porter cette parole. Alors, on n'est pas dans une situation où les journalistes tunisiens font aussi le travail. Quand on se rend sur des événements ou sur des actualités, on est rarement seul. Les journalistes tunisiens nous ont souvent précédés, où on y va ensemble. Il y a beaucoup d'échanges d'informations, y compris sur les aspects juridiques. En cas d'agression, en cas de menace, on est en lien avec le SNJT, par exemple. Donc il y a vraiment une coopération, une collaboration à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous écrivez tout ce que vous avez envie d'écrire, ou est-ce que vous vous auto-censurez ?
Alors non, je ne m'auto-censure pas. De la part de nos rédactions à Paris, pareil, ils estiment en tout cas à Paris qu'on est juge de la situation et qu'on va jusqu'où on se permet d'aller. Ouais. Donc jusqu'à présent, non, il n'y a pas eu d'autocensure. Personnellement, en tout cas, bon, il y a eu un cas, effectivement, où on enquêtait sur la torture. Bon, oui. C'était un sujet, bon, rapidement, on enquêtait sur la torture, mais de l'ère Ben Ali, donc clairement pas une menace pour le pouvoir actuel, ouais. Absolument, mais sauf qu'on s'attaquait à un corps constitué qui est la gendarmerie, la garde nationale, et alors qu'on avait retrouvé un tortionnaire qui était d'ailleurs poursuivi par la justice et qui était censé être sous mandat de dépôt, mais que ses collègues laissaient évidemment en liberté, eh bien, on s'est retrouvé une demi-journée questionné dans 2 commissariats de gendarmerie différents. Et c'est finalement un coup de fil à l'ambassade de France passé dans une voiture entre 2 commissariats qui nous a fait sortir de là 2 heures plus tard. Mais on sentait vraiment une tension de la part des collègues justement de la personne incriminée pour rendre en gros nos images, ouais. Pour savoir à qui on avait parlé. Donc oui, on a passé un petit moment très, très tendu. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, on garde son sang-froid, on explique sa démarche en rappelant la loi, et les nouvelles lois, surtout depuis 2011, que non, on n'a pas besoin d'autorisation particulière pour enquêter sur ces sujets-là, que non, on n'a pas besoin d'autorisation pour prendre des photos, et on attend après, derrière, que les coups de fil qu'on vient de passer fassent effet, quoi. Vous êtes binational ? Absolument. Ça change quelque chose ? Ça change quelque chose, en tout cas pour moi. Je me sens un peu plus protégé, effectivement, que si j'étais seulement tunisien. Les 2 journalistes, d'ailleurs, avec qui je travaillais sur cette enquête-là, eux n'étaient pas tunisiens, et me posaient la question de savoir, oui, mais nous, on va rentrer dans une semaine, toi, par contre, tu vas rester. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Et c'est là où on retrouve un peu le rôle militant aussi du journaliste, c'est qu'on sait qu'on s'expose d'une certaine manière, mais c'est un choix qu'on fait délibérément. Et effectivement, un passeport français et des contacts à l'ambassade de France, ça offre une protection supplémentaire, c'est sûr. Bien, merci. Alors je me tourne vers vous, Bios Diallo. Vous avez, on peut se poser la question, est-ce que vous n'avez pas choisi une forme de journalisme littéraire pour contrer la censure? J'exagère, je suis un petit peu provocante, mais est-ce que vous avez un micro? Tenez. Voilà. Et voilà. Alors, ça, c'était une ruse, en fait, pour réfléchir à la question. Non, mais vous avez raison. C'est une question qui peut être posée parce que j'ai délibérément fait le choix depuis le début de mes écritures, à m'intéresser ou à passer par la culture pour m'exprimer, pour parler. Parce que tout simplement, je pense qu'à travers le journalisme culturel ou à travers le journalisme proche plutôt du livre, de l'écriture et autres, il peut arriver qu'on puisse contourner la censure d'une certaine manière, puisque à travers ça, on peut faire souvent des liens entre le social, entre le militant, entre simplement des sujets culturels, parce que tout simplement, la plupart du temps, ce sont les intellectuels, mais les artistes, les musiciens, les poètes, les écrivains, qui s'expriment d'une manière beaucoup plus libre, mais à travers un genre qui est différent de celui du pamphlet politique direct, en passant peut-être soit par la métaphore ou en passant par un détour de mise en scène d'une pièce de théâtre ou sur un sujet dramatique, sur une question sociétale, sur un problème qui dérange, mais à travers la fiction, on écrit sur cette situation-là. Et un journaliste culturel, vous reproduisez, vous rendez compte de cette situation, vous parlez de l'aspect dramatique ou de l'aspect questionnement de la question, mais en passant sous le couvert d'une représentation, d'une fiction ou d'une œuvre littéraire qui permet d'aller beaucoup plus loin que le discours politique. Parce que le discours politique, il a cela de, je ne dirais pas de pervers, mais un discours politique, on se dédie assez vite. Et donc,
de meeting en meeting, de rencontre en rencontre, on modèle son discours suivant l'approche ou la population ou le public qu'on a. Ce qui n'est pas le cas pour le journaliste ou bien pour l'écrivain ou le poète. Lorsqu'il parle d'un sujet, il s'approprie le sujet, il s'approprie l'interrogation des autres et il essaie d'aller en profondeur de la question. Et il en parle et le lendemain, lui, une fois qu'il a posé l'acte, une fois qu'il a posé la publication, il ne peut pas revenir là-dessus. Alors que le discours politique se reconstruit. Chaque fois qu'on a un auditoire, on a un discours de mutation qui est différent. Et donc, c'est vrai qu'en couvrant ou en m'occupant beaucoup plus des aspects culturels, je m'inscris dans une logique de pérennité de ma réflexion, selon laquelle, bon, voilà les sujets qui m'intéressent, voilà les sujets qui peuvent poser problème, voilà les sujets qui nous interpellent. Donc, maintenant, comprend qui veut, censure qui veut, développe qui veut, mais à partir d'une œuvre littéraire, à partir d'une œuvre théâtrale, à partir d'une œuvre quelconque, on a quelque chose quand même qui est dans la durée, ce qui est différent. Et en même temps, comme vous le dites bien, comprend qui veut. Donc, si on n'a pas envie de comprendre, on ne comprend pas, et ça ne touche pas le public, et vous n'avez pas fait avancer les choses dans ce cas-là. Oui, vous n'avez pas fait avancer les choses, je suis d'accord avec vous, mais la constance dans l'écriture démontre, vous en tout cas, votre approche ou votre engagement ou votre détermination par rapport à la question. Maintenant, ce sont les autres. Les mutations se trouvent chez les autres, chez les aléas politiques qui sont là ou les compromissions politiques qui sont là, mais vous ne vous inscrivez pas dans cette ligne-là. Mais d'œuvre en œuvre, on comprend vos choix de texte, vos choix d'auteur, parce qu'on comprend que vous n'écrivez pas sur n'importe quel auteur ou sur n'importe quel poète ou sur n'importe quel écrivain. Vous avez une constance avec vos choix d'auteur, et vos choix d'auteur déterminent souvent votre idéologie, votre manière de penser, votre manière d'agir. Mais alors, par exemple, quand vous avez travaillé sur le Mali en 2013, là, vous étiez beaucoup plus sur un travail de journalisme direct, d'analyse de la situation. Alors, est-ce que c'est plus facile, est-ce qu'il est plus facile de le faire sur un pays autre que le sien, qu'un pays comme la Mauritanie? Est-ce que c'est ça aussi qui justifie et qui explique que, à propos de la Mauritanie, vous êtes passé beaucoup plus par la littérature et à propos d'autres sujets, vous pouvez être plus direct? Oui, mais il y a aussi que, dès le début de mes choix d'écriture, par exemple, je m'étais beaucoup intéressé à la question, par exemple, en Afrique du Sud, la question de l'apartheid. Je me suis beaucoup inscrit dans la logique de lire tout ce que je voyais sur l'Afrique du Sud, des auteurs comme André Brink, que je rencontrerai plus tard, sur lesquels j'écrirai également, des écrits comme ceux de Aimé Césaire, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a poussé vraiment à la poésie, à une certaine poésie assez militante, que j'ai été voir également, des gens comme Jean-Pierre Ndiaye, qui sont des auteurs de terrain, et tout ça a façonné ma manière de voir et ma manière d'écrire. Et à partir de là, même à l'intérieur, tout en étant en Mauritanie ou même en Mauritanie, mes écrits se sont inscrits dans cette logique-là. Mes premiers textes, qu'il s'agisse de Les pleurs de l'arc-en-ciel, Les os de la terre, Une vie de Sébille, se sont inscrits dans la logique d'une... je dirais d'une certaine dénonciation de faits qui s'étaient produits parce qu'un conflit avait opposé la Mauritanie au Sénégal et qui avait débouché, c'est juste un incident entre agriculteurs et paysans qui a débouché sur un conflit. Et ce conflit, meurtri par ce conflit-là, choqué, indigné par ce conflit, j'ai écrit sur ça parce que tout simplement, je considère que la Mauritanie est un pays multiculturel, multidimensionnel, où il y a des blancs, il y a des noirs. Et quand la crise a éclaté, il y a eu de part et d'autre des morts. Et pour moi, on ne peut pas faire une statistique pour dire il y a eu un mort ici, 2 morts, 15 morts là, et l'indignation suit une certaine arithmétique de chiffres. Non. Pour moi, un mort, c'est une mort de trop. Un sang versé, c'est un sang de trop. Et une indignation, une humiliation, c'est une humiliation de trop. Donc,
pour moi, c'est toute la Mauritanie qui a pleuré, c'est l'arc-en-ciel d'une manière générale qui a pleuré, parce que l'arc-en-ciel, c'est cette identité de couleur multiple. Alors, donc, j'ai continué à écrire là-dessus, je me suis prononcé là-dessus, en montant, j'ai parlé de plusieurs questions, mais maintenant, avec le temps, bon, je ne dis pas comment ça s'agit, mais on voit les choses d'une différente manière. Et quand la crise malienne a éclaté, et qu'on a fait appel à moi pour une contribution, je sentis là qu'il y avait un besoin d'urgence, comme une forme d'écriture d'urgence, comme on l'a fait avec le Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Et je me suis dit, comme dit Mpateba, il n'y a pas de petite querelle. Une petite étincelle, par exemple, un lézard comme ça, que les gens observaient, 2 lézards qui se battaient, qui se bagarraient, on n'a pas voulu les séparer. La queue de l'un des lézards a touché une petite braise, et la braise a touché un tesson de paille. Ensuite, c'est toute la case qui a brûlé, puis c'est tout le village qui s'est enflammé, etc. Alors qu'on avait sous-estimé cette bagarre entre 2 lézards. Et voilà que c'est tout le village qui brûle. Et bon, il fallait chercher de l'eau, il fallait chercher des urgences, l'hôpital est loin, des gens sont morts, etc. Donc il fallait prévenir. Donc comme on dit, lorsque la case du voisin brûle, il faudra se mouiller la barbe, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ce feu pourra t'atteindre toi aussi. Donc en voyant ce qui s'est passé au Mali, avec le souvenir de ce qui s'était passé en Mauritanie pour un simple incident, j'ai dit qu'il fallait écrire de la même manière que j'avais dit plus jamais ça en Mauritanie, et je ne voudrais pas que cela se reproduise au Mali, tout comme aujourd'hui, lorsqu'on observe ce qui se passe aujourd'hui au Mali avec la question des peuples, cela, il n'y a pas il ne faut jamais minimiser un conflit. Et donc pour moi, qu'il s'agisse de la Mauritanie, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du Sénégal, ou qu'il s'agisse du Congo ou du Rwanda ou d'un autre pays, lorsque un État est menacé ou bien est concerné par un drame, il est du devoir de tout intellectuel ou de toute personne qui écrit, journalistiquement ou sous forme romancier ou autre, d'écrire, de se prononcer sur la question. Et c'est ce que je n'ai pas hésité à faire, tout comme en écrivant sur les questions migratoires, parce que la Mauritanie est un pays de passage aussi des migrants. Nous reviendrons sur ces questions-là, sans nul doute. Donc, en écrivant sur les sujets, je n'absous pas ce qui se passe en Mauritanie, mais je dis, regardez ce qui se passe ailleurs, cela peut se produire chez vous. Donc, soyez alertes, soyez vigilants. Ne restez pas les bras croisés, parlez-en. Donc, que j'écrive sur le plan de la fiction ou sur le plan journaliste, je me prononce toujours. C'est vrai que de moins en moins, j'interviens en écrivant du support, parce que quand on est jeune et tout, on a tendance à être pamphlétaire ou à être épidermique souvent en réagissant d'une certaine manière. Aujourd'hui, je réagis avec distance, mais ça ne veut pas dire que je ne réagis pas directement, parce que j'essaie de comprendre. Parce que souvent, le drame de notre métier aujourd'hui, c'est que on a vite été influencé, on a été vite conduit en erreur, parce que souvent, il y a des problèmes qui se créent. Ce sont les politiques ou bien des personnes intentionnées ou qui restent dans l'ombre qui provoquent cette crise-là. Et nous, journalistes, très souvent, très rapidement, pour un besoin de scoop ou bien de dire j'ai été le premier sur l'information, on publie ou on réagit à une... Non, je n'écris pas de tribune comme j'en écrivais à l'époque d'une certaine manière. J'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser avant de me prononcer. Alors, cette jonction donc de la rapidité et en même temps de l'analyse. Alors, je voudrais revenir sur une autre chose. Tous les deux, et puis vous aussi d'ailleurs, Bios, vous avez parlé du devoir du journaliste, de cette mission, de cet engagement, de militantisme. Comment est-ce que ce positionnement-là est compatible avec un regard le plus neutre possible? Comment est-ce qu'il est compatible avec un travail professionnel? Comment ces choses-là s'articulent pour vous, Jenna? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est très compliqué. C'est très compliqué pas de travailler de manière rigoureuse. Encore que ça peut être compliqué, notamment dans un pays comme l'Égypte où l'accès à l'information est très compliqué. Mais je crois qu'il faut être honnête aussi avec soi-même, garder de la distance
peut être difficile, notamment dans des pays comme l'Égypte. Je pense qu'il y a c'est quelque chose qu'on essaye de combattre, bien évidemment, mais je crois que parler de neutralité totale pour un journaliste, je pense que c'est un débat complètement faussé. Moi, je me suis retrouvée un peu en difficulté, je dirais. Je ne sais pas si on peut parler de difficulté, mais en tout cas, c'est vrai que je me suis retrouvée devant ce dilemme, notamment parce que la situation en Égypte... L'Égypte a été très couverte pendant la Révolution, et puis l'année qui a suivi, et puis d'un coup, le lectorat, les auditeurs, les téléspectateurs en avaient un peu marre de l'Égypte. Donc, les médias français et étrangers ont mis un peu moins d'Égypte, voilà, dans leurs programmes, dans leurs journaux. Oui, voilà. puis ils ont eu un petit peu moins de visas pour envoyer les journalistes aussi. Aussi. Mais du coup, on se retrouve en tant que journaliste face à une frustration. C'est le sentiment qu'il se passe plein de choses dans un pays et que ce n'est pas assez couvert, et notamment, bien évidemment, toutes les questions qui sont liées à la violation des droits de l'homme, etc. Donc c'est très compliqué de garder... sa neutralité dans ces cas-là, parce qu'on a tendance à mettre un peu les bouchées doubles pour donner le plus de place possible à ces questions qui sont quand même terribles, qui sont à mon sens pas assez couvertes, pas assez connues. Et donc du coup, voilà, c'est un combat contre soi-même, parce qu'on a bien conscience qu'il faut garder de la rigueur, qu'il faut rester le plus neutre possible, avoir un recul suffisant pour ne pas tomber dans le militantisme. Mais je pense aussi que ça doit être en son âme et conscience et assez assumé, de dire voilà, je prends aussi ma part de responsabilité, j'estime que ces questions-là ne sont pas assez couvertes, et dès que j'aurai l'occasion d'en parler, je le ferai. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité. Alors évidemment, quand on parle de la liberté de la presse, on parle bien évidemment de son indépendance, mais je pense aussi qu'on parle de son équilibre, et je pense que les titres de presse, les radios, les télévisions ont une grande responsabilité dans la manière de couvrir des pays comme l'Égypte aujourd'hui. Je crois que nous, en tant que journalistes, c'est nécessaire de prendre du recul sur ce qu'on fait, mais je crois aussi qu'il est important pour les directeurs de rédaction, pour les rédacteurs en chef, de se remettre en question et de prendre aussi du recul à la fois par rapport à leur ligne éditoriale, mais aussi sur la manière de choisir les informations, de quelles informations mettre en avant. Je pense que c'est une surprise pour personne, mais aujourd'hui, la majorité des médias français sont détenus, soit c'est du service public, soit c'est des médias qui sont détenus par des grands groupes ou des grandes familles d'industriels. Donc c'est Dassault, c'est Lagardère, c'est Bettencourt, etc. Et je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il y a des intérêts aussi. Il y a des intérêts de la part des industriels français, il y a aussi des intérêts de la part des autorités françaises, et je pense que c'est aussi le travail des titres de presse, des radios et des télévisions de prendre du recul là-dessus. Mais vous trouvez que les titres en manquent de votre expérience à vous? Je vais prendre un exemple très simple. En ce moment, il y a une exposition à Paris sur le trésor de Toutankhamon. Fabuleux. C'est sur toutes les unes de magazines. C'est fantastique, on ne parle que de ça. Alors, moi, je trouve ça très bien, l'égyptologie, c'est fascinant, ça intéresse énormément de Français, pas de problème là-dessus. Mon problème, c'est que je pense qu'en 5 ans, je n'ai pas vu une seule une sur la violation des droits fondamentaux en Égypte. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi, quand on est un titre de presse, une radio, une télévision, avoir le recul nécessaire. Le citoyen, le lecteur, le téléspectateur, l'auditeur lambda n'a pas forcément conscience de ce qui se joue derrière la diplomatie culturelle, par exemple. Mais c'est du soft power. Voilà, il faut quand même le dire, la diplomatie culturelle, c'est un moyen de négociation. Ça, c'est un moyen de négociation sur d'autres choses, et notamment sur des contrats commerciaux. Et je pense que l'erreur des titres français en ce moment, c'est de faire des unes sur Toutankhamon sans prendre le recul nécessaire pour à un moment donné se poser la question s'il n'y a pas des intérêts politiques et des mises en scène de ça. Voilà. Mais vous ne croyez pas que, par exemple, ce regard un peu critique sur l'Égypte, il a été fait au moment de la visite de Macron
récemment en Égypte. Et combien de temps on a attendu? Combien de temps on a attendu? Il a quand même fallu monter au pilori. Les ONG ont quand même fait un travail fou pendant des années. Même nous, en tant que journalistes, on a quand même alerté. Enfin, moi, j'ai passé 5 ans en Égypte. Pendant 5 ans, je me suis essoufflée sur ces questions-là. Voilà, au bout de 5 ans, on arrive, Macron est comme ça, il avait juste plus le choix. À un moment donné, c'est quand même dommage qu'il faille attendre 5 ans pour que ces questions soient mises et exposées comme ça sur la table. Et il est quand même dommage qu'on attende de se sentir ne plus avoir le choix. Alors encore une fois, est-ce que c'est le rôle des journalistes? On peut se poser la question, mais à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a quand même une responsabilité de la part des journalistes en tant qu'individus, moi en tant que correspondante dans ma manière de traiter l'information, mais je pense aussi que voilà, les médias ont aussi une responsabilité, ils ont les clés en main, voilà, c'est des choses qui sont connues, qui sont sues, que le citoyen lambda, que le lecteur n'a pas forcément en main, et je pense qu'il est aussi important de prendre ce recul-là, parce que ça entache aussi la liberté de la presse et l'indépendance de la presse, à mon sens. Alors, vous, tout à l'heure, vous parliez aussi, Rached, de cette difficulté à exercer son travail à cause aussi du regard des citoyens sur les médias. Et c'est en droite ligne, donc, avec ce que disait Jenna. Comment donner une image qui soit celle qui correspond vraiment au métier, une image de professionnel, alors qu'il y a aussi toute une entreprise, des entreprises de déconstruction du métier pour discréditer le métier et faire que les éléments de langage aient plus d'importance et passent mieux que le travail journalistique. Donc est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez fortement? Je l'ai pressenti un petit peu dans votre réponse précédente. Comment vous voulez développer ça? Alors, j'aimerais faire la distinction d'abord avec les médias locaux. Les médias locaux qui, eux, ont tendance à devenir très rapidement partisans, ou en tout cas sont devenus ces 2 dernières années. C'est-à-dire ils choisissent leur camp. Ils choisissent leur camp. Ils font de la politique. Absolument. Il n'y a pas d'autre mot, ils font de la politique. D'ailleurs, les chaînes de radio et de télévision privées appartiennent ou à des proches de partis ou à des lobbies économiques dont on sait très bien quelles sont les tendances politiques. Et voilà, donc il y a un talk show, on va inviter plutôt telle personne que telle autre, on va critiquer plutôt telle action et parler plutôt de tel programme. Et y compris dans la presse web, qui est extrêmement lue, qui est une des premières sources d'information d'ailleurs, on a le plus souvent des articles d'opinion sous couvert d'articles d'actualité. Les journalistes ne se cachent même pas pour exprimer des opinions. Et c'est pas que ça transparaît, c'est que vraiment, le journaliste dit « je pense que » ou « il faudrait que ». Donc, mais là, le problème vient aussi peut-être... on ne sort pas de 60 ans de pouvoir autoritaire comme ça. La formation des journalistes a très longtemps été très médiocre, il faut dire ce qu'il y avait. Et là, les médias étrangers, en tout cas, ont ce rôle peut-être... Je ne dirais pas d'être une boussole, mais en tout cas de montrer ce que peut être la rigueur journalistique. Et beaucoup de Tunisiens, d'ailleurs, travaillent pour ces médias étrangers, y compris Le Monde, il me semble. Voilà, vont à cette école un petit peu de la rigueur. L'objectivité absolue, évidemment, est une chimère. On est tous humains, mais ne serait-ce qu'essayer de rapporter une vérité, d'être factuel, de donner la parole aux uns et aux autres, c'est déjà un engagement. Et c'est déjà, j'ai envie de dire, un pas en avant vers une actualité plus fiable. Et peut-être, espérons-nous un jour, pour regagner la confiance des citoyens qui, à raison, en fait, ont un petit peu cette défiance envers les journalistes, parce que beaucoup des journalistes, évidemment, viennent et déforment d'une certaine manière l'actualité ou vont manipuler l'information dans un but partisan. Et c'est pour ça qu'une fois sur le terrain, quand on va rencontrer pour la xème fois le leader syndical d'une région défavorisée ou le marin-pêcheur qui veut nous parler des migrants, à un moment, soit il ne va plus nous parler, soit évidemment on sent une certaine agressivité et ça rend compliqué évidemment notre travail au quotidien. On a beau se représenter, expliquer qu'on ne peut pas faire de promesses, parce qu'on se retrouve souvent face à des situations compliquées, de gens qui sont dans une certaine détresse,
Et là où d'autres avant nous, malheureusement, ont pu faire des promesses complètement insensées, on doit expliquer qu'on est juste journaliste et qu'on est là pour transmettre une information. On n'est pas une ONG, on n'est pas un politique. Oui. On doit rappeler ce qu'est notre rôle de journaliste. Et comme j'ai dit, il y a 60 ans de pouvoir autoritaire où il n'y avait pas vraiment de presse libre. Et ben, ça fait que le citoyen non plus n'est pas habitué à rencontrer des journalistes qui essayent de travailler avec rigueur, malheureusement. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je préciserai simplement que si on observe, selon ce que les uns et les autres ont dit, c'est que par exemple pour ce qui est de l'Afrique, par exemple, il a fallu, c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup avancé, en tout cas bon, pour ce qui est dans un certain nombre de pays, mais il a fallu le discours de la boule en 90, quand le président François Mitterrand a intimé, entre guillemets, on le dirait presque comme ça, à ses pairs africains qu'il fallait qu'il y ait des ouvertures démocratiques, qu'il y ait de la démocratie, et qui dit démocratie dit liberté de la presse, pluralité de la presse, etc. C'est là qu'on a vu apparaître un certain nombre d'organes de presse. Et tout de suite, le champ de traitement de l'information sur l'Afrique a changé parce que tout simplement, jusque-là, les gens étaient habitués à recevoir l'information de l'étranger, c'est-à-dire de l'Europe, vers l'Afrique. Et tout de suite, avec la naissance des journaux indépendants, par exemple en Mauritanie, ce sera à partir le premier journal indépendant date de 88. Ensuite, après le discours de la Bolle, il y a eu la loi de libéralisation de la presse en 91 et tout ça. Les journaux africains, ou en tout cas, il s'est créé une certaine presse africaine qui était beaucoup plus proche du pool de la population, qui rendait compte de la situation de la population, qui rendait compte de ses frustrations, qui rendait compte de la proximité de l'information, de proximité. Mais, paradoxalement, quand la France a demandé à ce qu'il y ait la création de la liberté de la presse, de l'autre côté, ça n'a pas arrangé la presse hexagonale parce qu'elle se trouvait comme si elle était lestée d'une certaine information ou d'un certain privilège, d'un certain monopole sur l'information. Et ça créait un autre effet parce que tout simplement, il fallait désormais rechercher beaucoup plus de sensationnel, des problèmes. Nous l'avons entendu dans la précédente table ronde, où souvent, quand un correspondant est envoyé en Afrique, on ne cherche pas que l'information positive ou des choses intéressantes qui touchent la population, mais il faudrait qu'on trouve toujours un enfant squelettique, une horreur, des familles nombreuses par-ci par-là, des enfants malnutris, etc. Il faudrait toujours qu'il y ait ce côté-là qui montre une certaine pauvreté ou une certaine... entre guillemets... C'est-à-dire ce que vous dites là, c'est qu'il y a des clichés et que le journaliste doit rentrer dans les clichés. Mais les journalistes hexagonaux, malheureusement, certains versent très souvent dans ce penchant-là. Et ça fait qu'on force un peu l'information. Mais sur le terrain, il y a des journalistes, comme il dit, qui se battent sur le terrain. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que souvent, malheureusement, la presse hexagonale, ou en tout cas qui est ici, il n'y a que les correspondants désormais freelance qui essayent de risquer leur vie pour donner de l'information, où on n'envoie pas les vrais journalistes, les vrais correspondants. Dans beaucoup de pays, maintenant, ils ne prennent plus le risque d'avoir des correspondants, mais ils ont des journalistes freelance, et puis qui risquent leur vie, qui vont au charbon. Et après, quand ils envoient des papiers, on essaie toujours de faire une morale derrière, mais il y a ci, il y a ça, parce qu'eux, ils sont dans le bureau ici, ils ne voient pas la situation. Et je pense que cela n'arrange pas, n'aide pas. Et ne change pas l'image. Voilà. Oui. Alors ça c'est très intéressant ce qu'on aborde là. C'est vrai que votre expérience en tant que freelance sur une zone qui n'est pas simple, pose cette question. Moi, je suis de la même promotion de l'école de journalisme que Christian Chesneau, qui était un proche à l'école, et quand il a été enlevé, c'est vrai que ça a été un traumatisme. Et d'ailleurs, il a été embauché au lendemain de sa libération, exactement, alors qu'avant, pendant 10 ans, il était freelance. Donc voilà. Donc il y a un vrai sujet autour de ça. Cela dit, c'est pas en disant qu'il y a le sujet qu'on le résout. Et moi, je le vois bien au Monde. La doctrine, c'est vrai, c'est qu'on n'envoie pas
de journalistes freelance sur des zones de guerre. Or, il se trouve que moi, j'ai des pigistes qui travaillent au Mali. Ça repose la question, qu'est-ce qu'une zone de guerre au Burkina, au Mali? Est-ce qu'on peut dire que ce ne sont pas des zones de guerre? Oui, ce ne sont pas des zones de guerre. Et pourtant, ces filles-là, elles sont freelance et elles risquent leur vie tous les jours pour le journal, pour un journal qui ne les embauche pas. Oui, mais plus que ça, ce qu'elle disait à l'instant, c'est qu'il faut comprendre aussi que l'information aujourd'hui, il y a un réel marchandage derrière. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies, des acteurs politiques, des acteurs économiques qui sont derrière. Bon, je me rappelais toujours de cette aventure-là avec l'autre Afrique. S'il faut, par exemple, faire des enquêtes ou des sujets sur la vente d'armes en Afrique, ou bien sur l'alcool ou sur le tabac et tout, ben, il y a ces opérateurs-là, ces multinationales, qui appellent derrière les chefs d'État ou certains responsables qui disent que bon voilà, tel et tel journal nous critique, ils disent ceci, ils disent cela, donc vous ne devez pas leur accorder de la publicité. Or, on sait que le journal vendu, comment dirais-je, comme ça, ne fait pas vendre, ne fait pas vivre le journal. Il faudrait qu'il y ait de la publicité. Or, ces responsables-là, je n'en nommerai pas, mais bon, voilà, on fait des reproches à des chefs d'État, et puis certains cèdent, parce que tout simplement, ils dépendent aussi, entre guillemets, de Paris pour légitimer leur pouvoir et tout. Donc ils disent, bon voilà, vous ne devez pas accorder de la publicité à tel ou tel organe de presse parce qu'ils nous critiquent. Alors, ce qui pose cette fois la question donc, de la fragilité économique. Mais c'est la fragilité c'est la fragilité de la presse qui fait que, quelquefois, cette liberté de presse-là, même le journaliste, il a beau traiter le sujet d'une certaine manière, mais quand ça arrive à son rédacteur en chef ou au directeur de la publication, ben celui-ci lui dit, bon voilà, suivant... Vous voulez dire, même s'il ajouter quelque chose, s'il ne s'auto-censure pas, jusqu'à la rédaction... Justement, ça on voit beaucoup dans la presse locale tunisienne, qui dépend évidemment de leurs financeurs, parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour le moment pour la presse, en tout cas la presse web. La presse papier vivote, on va dire, mais la qualité s'en ressent. Alors pour la presse étrangère, je pense que, et contrairement à certains pays africains ou à l'Égypte, la Tunisie ne présente pas d'enjeu majeur, on va dire, ne serait-ce que la politique française à l'étranger, voire ce serait un peu plutôt l'inverse. La Tunisie serait plutôt encline à éviter les coups d'éclat et éviter justement des incidents avec la presse étrangère pour ne pas justement se mettre à dos ses principaux partenaires qui sont européens. Et à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt une chance pour nous. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de modèle. Je viens de rencontrer récemment des journalistes tunisiens qui travaillent pour un site qui s'appelle Inkifada et qui est un modèle. Vous connaissez le modèle. Racontez-le un petit peu, parce que j'étais assez étonnée. Donc, des jeunes journalistes, puisqu'on était là sur ce rôle d'essayer de partager l'expertise. Et bon, de temps en temps, on reçoit des journalistes, on discute longuement avec eux. Donc, un jeune journaliste tunisien vient nous rendre visite au Monde Afrique. Et donc, on regarde, je ne connaissais pas son site, bien qu'il ait travaillé avec des gens du Monde sur de l'enquête. Donc, c'est un site d'investigation. Donc, je lui dis, mais il faut s'abonner. Il me dit, non, c'est gratuit. Je dis, ah bon, mais vous avez de la pub? Ah non, on n'a surtout pas de pub. Je dis, mais comment vous vous financez? Et en fait, les journalistes, donc ils sont 14 journalistes présents sur ce site, ils ne font que de l'investigation. Et à côté, ils commercialisent, ils montent des sites pour des entreprises, ils font de la formation professionnelle, donc ils gagnent de l'argent comme ça, qui leur permet ensuite de financer leur salaire et d'enquêter. Et j'ai trouvé le modèle vraiment très intéressant qui existe depuis un petit moment. Ils ont un très très beau site avec des enquêtes étonnantes. C'est simple, Inkifada, c'est pour moi la meilleure information qu'on puisse trouver en Tunisie. Alors malheureusement, il y a encore trop peu d'articles puisque c'est vraiment des sujets qui prennent du temps. Il y a beaucoup de recherches et quand on sait... C'est du multimédia, il y a de la photo, il y a du son, c'est absolument étonnant. Allez voir ce site, c'est un modèle. Absolument, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de journalisme en Tunisie. J'ai d'ailleurs collaboré avant la fondation du site puisqu'en fait, il résulte de l'éclatement d'un précédent
d'un précédent média qui s'appelait Nawat, qui a été très impliqué dans les événements de la Révolution, pour lequel j'avais travaillé un petit peu, et l'équipe d'Intifada. Alors, il faut s'avouer, ils n'ont pas des salaires mirobolants, même pour la presse tunisienne, mais voilà, ce sont des gens qui sont engagés, qui croient à fond à ce qu'ils font, qui font des documentaires aussi, qui se vendent. D'ailleurs, il y a un documentaire en ce moment en salle en Tunisie sur la situation des chemins de fer. Oui, il est sur le site. Voilà, il y en a un extrait cours, au moins. Tout à fait. Et il y en a un qui est en salle en ce moment. Et c'est un modèle original, voilà, où on vend de la formation, on vend du documentaire, on vend du film pour financer finalement l'investigation. Pour le moment, ça a l'air de tenir, et tout ce qu'on leur souhaite, c'est que ça continue. En tout cas, oui, effectivement, consultez ce site Intifada, en fait, qui est un mot valise qui rassemble donc l'intifada, donc la résistance, et ink, donc l'encre, la résistance par l'écriture. D'ailleurs, ils obtiennent, enfin, ceux que j'ai vus à Paris avaient obtenu des prix sur prix, leurs enquêtes. Et ils ont été lancés aussi grâce à des financements associatifs, fondations européennes, fondations américaines, qui ont permis aussi de démarrer. Parce que effectivement tout cela est très compliqué. Je vous vois reprendre votre micro. Non, ok. Alors, peut-être. Oui, je vous en prie. Sur la question de la sécurité des journalistes, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important. Évidemment, moi, je ne défendrai jamais les conditions de travail des correspondants qui sont pigistes. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi se poser la question, dans la mesure où certains journaux, télévisions, radios n'ont pas les moyens, n'ont plus les moyens d'envoyer des staffs sur le terrain. Si ces mêmes médias considèrent qu'on ne prend pas le risque de faire travailler un pigiste parce que c'est trop dangereux, c'est aussi faire gagner des régimes liberticides. Donc je pense que la question se pose aussi. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit une solution de dire on ne prend plus les pigistes parce que c'est trop dangereux. À un moment donné, il faut bien que l'information soit couverte, et je pense que c'est aussi tout le dilemme. Alors, ce dilemme, normalement, je ne suis pas là pour raconter, je suis là pour vous passer la parole, mais je tiens quand même à donner un exemple. Je ne citerai pas le pays d'Afrique, mais alors, au monde, on aime bien aussi faire travailler des journalistes locaux, n'avoir pas que le journaliste qui part de Paris et qui va s'installer quelque part en Afrique. Donc, parfois, on fait travailler des locaux. On a donc une journaliste femme dans un pays d'Afrique au régime un petit peu verrouillé ces derniers temps, qui couvrait beaucoup de sujets politiques, qui n'a jamais eu d'alerte, si ce n'est qu'un jour, on l'a arrêté en marge d'une manifestation, on lui a pris son sac, et puis 10 jours après, elle nous appelle en pleurs en disant je suis convoquée au commissariat parce que on me dit qu'il y a de la drogue dans mon sac. Je lui dis mais il est où ton sac? Ben, mon sac, ils l'ont gardé depuis 10 jours au commissariat. Et puis cette histoire est montée en mayonnaise, en épingle, et on s'est vraiment posé la question qu'est-ce qu'on fait, nous, rédacteurs en chef à Paris? Est-ce qu'on lui dit t'es gentille, mais maintenant t'arrêtes de faire les sujets politiques parce qu'on ne veut pas te mettre en danger? Donc dans ces cas-là, de temps en temps, on peut envoyer un journaliste pour couvrir les sujets politiques, mais en même temps, on l'empêche, elle, de faire son travail. On donne raison au gouvernement qui tente de l'intimider comme ça. Donc ce n'est pas une solution. On se dit l'autre solution, si on envoyait des nationaux français, si à sa place c'était un Français, peut-être qu'on l'embêterait moins, d'accord, mais en même temps, elle a le droit de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je n'ai pas de solution. C'est un des sujets que je discute régulièrement avec la direction de la rédaction au journal. On n'a pas de solution. Donc, on navigue un petit peu à vue en disant attention, quand tu sens que ça devient un peu chaud, tu arrêtes et tu repasses sur des sujets société. On ne couvre plus la politique. On enverra un journaliste français et il couvrira quelque temps, mais on ne veut pas t'enlever ton travail non plus. Donc, il y a quelque chose d'absolument inconfortable et qui n'a pas de solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais c'est une fuite en avant, parce que vous avez beau mais on n'a pas envie de l'envoyer pour 35 ans en prison. Oui, non, vous n'allez pas l'envoyer. Mais ça, je suis d'accord avec vous, mais sauf que c'est tellement pernicieux comme truc, c'est-à-dire que souvent, même si
elle arrête d'écrire sur la politique, à chaque fois qu'une information sera donnée sur le pays, on pensera qu'elle est derrière ça, même si ce n'est pas elle qui signe le papier. Et le problème, alors c'est un peu vrai et ça nous bloque même à Paris. Oui, certains aussi. Ça vous bloque à Paris, mais est-ce que pour autant vous devez abdiquer parce que tout simplement il y a eu cette intimidation? Parce que avant tout d'abord, le journalisme d'abord c'est une conviction. Donc si vous avez la conviction que les sujets que vous traitez ou bien l'information que vous traitez elle est juste, vous devez rester sur votre position, quelle que soit l'intimidation qu'il peut y avoir. Maintenant, il n'y a que si elle se convertit, par exemple, en écrivant sur l'environnement ou en écrivant sur n'importe quel autre sujet, si votre correspondant part sur le terrain, on pensera toujours que s'il y a l'une des informations qui ne cloche pas très bien ou qui touche d'une manière ou d'une autre le pouvoir et qui n'est pas une information catholique selon eux, on pensera toujours que c'est elle qui a donné l'information, même si ce n'est pas signé sous sa plume. Parce que tout simplement, elle est sur le terrain, elle a des réseaux, elle a des contacts, etc. Donc là-dessus aussi, c'est légitimer d'une autre manière le fait qu'elle soit beaucoup plus encore mise sous surveillance. Et donc, c'est bien d'envoyer des correspondants, mais une fois qu'on a pris un correspondant, il faudra avoir confiance en ce correspondant et le défendre du mieux qu'on peut. Et de temps à autre, comme j'ai vu certains médias faire, on peut envoyer un correspondant, un reporter qui peut partir parce qu'il aura un regard neuf, un regard différent de celui qui est sur le terrain. Parce que celui qui est sur le terrain, quand on devient correspondant, il y a tout le temps ces petites invitations. On vous invite à prendre un café, on vous invite à manger, on vous invite à faire des sorties. D'autres personnes essaient de se lier d'amitié avec vous, etc. Rien que pour orienter votre information, pour vous piéger. Et ça, après, ça devient compliqué pour le correspondant. C'est pour cela qu'il faudrait à chaque fois renouveler ces correspondants, ne pas les laisser sur le terrain pendant longtemps. C'est souvent ce qui se passe dans les journaux. Ben voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez, le correspondant le plus ancien que je constate, c'est depuis que j'écoute les RFI, c'est Alexandre Bouchanti qui est resté vraiment constant en Égypte et tout. Mais il y a toujours des exceptions, mais la règle en général veut que. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez vous cette gestion du risque? Je pense que sur ces questions d'invitation, je pense que de base, un journaliste qui est aussi facilement corruptible, ça me semble compliqué. Je ne crois pas que si on est sensible aux petites invitations, aux petites marques d'attention, on fait bouger notre analyse. Je pense que, moi, je me reconnais pas du tout là-dedans, et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de journalistes qui se reconnaissent là-dedans. Après, il y a une certaine forme de journalisme très spécifique, très politique, diplomatique, qui peut rentrer dans ces fonctionnements-là, mais je crois pas sincèrement. Non, je dis c'est un piège. Et souvent, il y a des acteurs politiques ou etc. qui, parce que connaissant par exemple vos moments de bouclage. On sait que le moment de boucle à midi pour une édition qui sort à 15h ou à 16h, on vous appelle toujours à la dernière minute pour essayer de vous vendre une information sur ça. C'est pour cela que je dis que souvent, pour les correspondants, en fait, les correspondants travaillent avec beaucoup plus de maîtrise que les raids en chef qui sont là. Parce que eux, ils sont au desk, ils reçoivent l'information et souvent, on peut les appeler derrière pour dire « Ah tiens, il y a telle information ». Eux, ils vous appellent tout de suite, ils vous disent « Mais on nous a parlé de telle information, comment ça se fait que tu n'es pas très… » Moi, ça m'est jamais arrivé, non, ça veut dire que c'est le piège que tout journaliste conscient du rôle qu'il doit jouer doit être prudent là-dessus et ne pas aller vers cette instantanéité de l'information. Et ça, c'est différent parce que c'est compliqué. Une fois que vous avez fauté 2 fois, une source, on n'écrit pas. Votre crédibilité. Source, on n'écrit pas. Il faut déjà avoir recoupé l'information, sinon on ne l'écrit pas. Oui, on est toujours dans cette quête de l'immédiateté, mais à condition que l'information soit recoupée, c'est la première des conditions, non ?
Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est la première des conditions. C'est pour cela que je dis simplement qu'il faut rester très prudent là-dessus. Je suis pas, c'est pas pour juger tel ou tel correspondant. Non, je le fais pas, mais je dis simplement c'est l'attention que nous devons faire. Mais et ça, j'ai envie de dire, ça fait la partie posture que nous devons avoir. Ça fait partie d'une part de la formation initiale du journaliste. Exactement. Et ensuite. Non, mais c'est juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, qu'il manque à un moment donné, qu'il manque de la formation aux journalistes locaux et par moment aussi, bon, à certains correspondants, d'une certaine manière. Voilà. Bon, il y a la formation initiale d'abord qui met en garde généralement le journaliste contre ce genre d'erreur, on va dire. Et puis surtout, c'est l'expérience. Au bout d'un certain moment, on sait comment prendre les gens, on sait où il faut regarder, à qui il faut parler. Mais par contre, pour ce qui est de la sécurité, peut-être l'introduire davantage dans les formations. Oui. Avoir une formation spécifique, justement, pour les jeunes qui se destinent à être correspondants dans des pays soit au régime autoritaire, soit à la situation sécuritaire instable. En Tunisie, en tout cas, nous, on s'est organisé en association. Donc, on est une association qui est reconnue, d'ailleurs, en Tunisie, de correspondants étrangers. On garde contact systématiquement. Tous les autres membres de l'association ont les coordonnées de nos personnes à contacter en cas d'urgence. Il y a des équipements de sécurité aussi qui ont été achetés par l'association en cas de besoin, quand on s'attend à aller sur un terrain compliqué ou une manifestation qui risque de dégénérer. C'est-à-dire des gilets pare-balles, des gilets, des casques, des masques parfois. Avec le WhatsApp, par exemple, il y a des correspondants qui se mettent en réseau par le biais de WhatsApp pour essayer de tirer la sonnette d'alerte. D'être ensemble, oui, tout à fait. Prévenir. Voilà, donc un mécanisme d'alerte, la première chose qu'on peut faire, parce qu'on ne pourra jamais empêcher des policiers d'arrêter un journaliste. Voilà. Ce qu'on peut faire, de toute façon, c'est d'abord réagir le plus rapidement possible. Absolument. Et mobiliser les réseaux nécessaires, donc soit les réseaux d'ambassade, les rédactions évidemment, alerter les gens dès que la situation apparaît comme sérieuse. Généralement, même quand c'est un journaliste local qui travaille pour un de ces médias, dès qu'on voit la mobilisation, je veux dire de la part des policiers par exemple, quand on commence à recevoir des coups de fil de la part de la chancellerie, de la part des rédactions à Paris, on se rend compte qu'effectivement ça a beau être un local, mais il est traité comme s'il était un correspondant étranger. Et à ce moment-là, je pense que le regard change beaucoup. La question se pose en revanche pour des journalistes locaux qui n'ont pas forcément ce genre de protection. En Tunisie, heureusement, on a notre syndicat qui également se mobilise assez rapidement dans ces cas-là. Dans d'autres pays, j'imagine que ce n'est pas toujours aussi idéal. Et est-ce que vous, en tant que pigiste multi-patron, en travaillant pour plusieurs organes de presse, est-ce que vous vous sentiez protégé ou est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous sentiez un petit peu abandonné, vous disiez, bon, est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que je ne ferais pas mieux de rentrer en France? Il y a aussi plein de choses à dénoncer ici. Est-ce que je me sentais protégée par mes employeurs? Non. Non, encore une fois, je pense qu'on va y revenir. Le sentiment de protection que je pouvais avoir venait surtout de mon passeport français. Et encore une fois, dans quelle mesure? Voilà, dans quelle mesure? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fonction des accointances entre deux pays, c'est ce que je disais, la vigueur avec laquelle on est défendu peut être plus ou moins différente. Voilà. Mais avant tout, je pense que c'était mon passeport qui me protégeait plus que mes employeurs. Je n'ai aucun doute que s'il m'était arrivé quelque chose de grave, mes employeurs se seraient mobilisés. Je pense que de toute façon, ils n'auraient pas eu beaucoup le choix. Mais de là à dire que je me sentais protégée par les gens pour qui je travaillais, non, absolument pas, absolument pas. Après, je pense qu'il y a autre chose. Je pense que quand on parle de la sécurité des journalistes, mais aussi de la liberté de la presse, je pense qu'il y a une grosse responsabilité du citoyen là-dedans. Peut-être brièvement, mais je crois qu'aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des journalistes, c'est le cas en Égypte. Ça va de mieux en mieux, mais moi, quand je suis arrivée en 2014, on était dans un contexte très particulier avec une défiance très forte vis-à-vis des journalistes, notamment étrangers. Ça fait beaucoup de mal à leur sécurité et donc à la liberté de la presse.
Expliquez-nous ça. Pourquoi ça fait autant de mal à la sécurité des journalistes? Pour une remise en contexte, donc moi je suis arrivée en Égypte début 2014 et je suis arrivée dans un contexte, on était en plein procès de ce qu'on appelait la Marriott Cell. C'était 3 journalistes étrangers, c'était Peter Grest, Mohamed Fahmy et Mohamed Baher. 3 journalistes étrangers qui étaient venus travailler sur un reportage télévisé. Ils ont été arrêtés dans leur chambre d'hôtel au Marriott. Donc Marriott Cell, c'est la cellule du Marriott. Ils ont été arrêtés et accusés de falsification d'informations et de diffusion de fausses informations en faveur des frères musulmans qui donc venaient d'être renversés quelques mois plus tôt. Moi, je venais d'arriver en Égypte, j'ai été à leur procès, ils ont pris 7 ans de prison. Ils ont ensuite été graciés, mais dans un processus un peu compliqué. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là, et je me rappelle d'un de mes premiers reportages sur la place Tahrir. J'étais avec mon collègue de Radio France et RFI, et on faisait un reportage vraiment lambda. Je me rappelle vraiment plus ce que c'était, mais vraiment quelque chose de très basique. Et en l'espace de quelques minutes, on s'est retrouvés encerclés par plein d'Égyptiens, nous disant qu'on était des espions, des agents de l'étranger, qu'on voulait détruire l'image de l'Égypte. Et on s'est fait virer un peu, Manu Militari, ils avaient des posters anti-américains, etc. Voilà. Et en fait, tout ça avait été... c'est des gens qui, foncièrement, je pense, n'avaient rien contre les journalistes et rien contre nous. Maintenant, il y avait un système de propagande d'État qui s'était mis en place, qui avait extrêmement bien fonctionné. Et à un moment donné, je crois que c'est aussi la responsabilité des citoyens de prendre du recul sur cette propagande d'État. Et encore une fois, je parle ici de l'Égypte, mais c'est valable dans plein de pays, des pays autocratiques, mais des pays qui sont aussi démocratiques. Aujourd'hui, on voit avec la crise des Gilets jaunes, la défiance qu'il y a contre les journalistes. Je pense qu'il faut y faire très attention, et je pense que le citoyen a vraiment une part de responsabilité dans la liberté accordée aux journalistes pour bien faire son travail, puisque à partir du moment où il y a une haine vis-à-vis des journalistes qui est encouragée, il faut quand même se poser la question de la volonté de museler l'esprit critique. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, rapidement, je pense aussi le silence, en fait, tue la liberté d'information. Et moi, je l'ai beaucoup vu en Égypte. Alors, bien évidemment, le contexte sécuritaire est très compliqué. Les gens ont très peur de parler, mais ça participe, en fait. Ça participe à ce resserrement des libertés publiques, de la liberté d'expression. Et à partir du moment où les gens ne veulent plus nous parler, on n'est plus en capacité d'informer. Voilà, et donc je pense que c'est aussi important. Nous, en tant que journalistes, on a évidemment une énorme responsabilité, mais je pense que le citoyen doit aussi prendre sa part dans ce combat, puisque c'est son droit d'être informé. C'est son droit et c'est son devoir d'aider à ça. C'est aussi ce que vous sous-entendiez dans votre première intervention. Absolument, et on se rend compte qu'au final, le citoyen s'informant très largement sur les réseaux sociaux d'ailleurs qui ont largement contribué à la révolution en 2011, ont tendance à penser qu'ils peuvent se passer de journalistes en fait. Ils ont un accès direct à l'information, enfin à ceux qui pensent être de l'information. Ils peuvent eux-mêmes communiquer à une large audience sur les réseaux sociaux. Donc au final, le journaliste, il sert à quoi? D'autant plus qu'on l'a vu dans de nombreux cas, les médias tunisiens sont très orientés. Donc qu'on lise finalement un article de blog, un post Facebook ou un article de certains médias que je ne citerai pas, eh bien, en fait, ça revient au même. Donc aucun intérêt. Voilà, les gens pensent qu'ils peuvent se passer de journalistes. Et on voit ici, on rappelait avec les Gilets jaunes, qui n'est que la dernière manifestation de cette défiance vis-à-vis des journalistes. La manifestation pour tous ou d'autres mouvements de ce type-là avaient déjà montré que les gens préféraient s'informer directement, se mettre peut-être dans une bulle et ne pas avoir accès à une information qui les dérangeait. C'est aussi votre regard? Oui, c'est mon regard, mais je suis... je ne sais pas comment dire, mais l'argument qu'elle avance sur la question des correspondances, c'est quelque chose qui m'inquiète, qui me préoccupe beaucoup, parce que j'ai vu dernièrement... Quel argument? C'est-à-dire le fait que les correspondants ou les pigistes soient vraiment seuls, ne se sentent pas protégés. Dernièrement, j'ai vu une journaliste freelance
qui devait partir sur un terrain risqué, et parce qu'on disait que la zone était une zone rouge, il ne fallait pas y aller et tout ça. Des rédactions lui ont dit, bon, vas-y, quand tu partiras, tu nous enverras les informations et tout. On payera l'information, mais nous ne sommes pas garants de ton voyage, de ton déplacement et tout. Et pas de ta sécurité. Oui, de la sécurité. Et elle devait se rendre sur le terrain, elle devait partir. Mais une fois que tu auras eu la chance d'aller sur ce terrain, de nous envoyer les informations, on paye les articles. Et ça, ce n'est pas bien pour la protection des journalistes. Et de la même manière aussi pour les citoyens, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important que les citoyens sentent et comprennent que le journaliste est là pour l'informer. Et donc, s'il faut se mobiliser pour la défense du journaliste, on doit le faire. La question de la couverture des gilets jaunes et autres, dans chaque pays, il y a des cas de gilets jaunes, mais le citoyen ne se préoccupe pas de ça. Et aujourd'hui, comme vous disiez, il croit que l'information qu'il trouve à partir du net est la vraie information. En réalité, il ne va vers les grands médias que pour avoir une confirmation de l'information qu'il a lue, soit sur un tweet, soit sur une page Facebook, ou bien une information quelque part. Mais il ne se soucie pas de comment le journaliste a fait pour avoir cette information. Et je pense que c'est nécessaire que les citoyens comprennent que les journalistes travaillent pour eux, cherchent des informations pour eux. De deux, que les rédacteurs en chef ou bien les directeurs de publication comprennent que les journalistes qu'ils envoient sur le terrain, qu'ils soient leur correspondance, qu'ils soient leurs journalistes, qu'ils soient des journalistes pigistes, c'est des journalistes qui risquent leur vie et je pense qu'ils doivent être défendus, protégés au même titre que les autres. Mais ça, bon, voilà, il faut voir comment y remédier. Je ne dis pas forcément que vous êtes... mais quand même, bon, voilà, vous pouvez être un maillon parmi d'autres, avec vos confrères rédacteurs en chef ou bien directeurs de publication, qu'ils comprennent. Parce que franchement, là, c'est un cri que j'écoute, que j'entends. Non, mais c'est vrai, parce que ça me donne des frissons. Mais je crois que vous avez raison. Et pour moi, et pour d'autres, et pour d'autres, mais j'ai jamais entendu, très honnêtement, une correspondante ou bien une journaliste pigiste s'exprimer sur la question, parce que vous avez été sur le terrain, sur des terrains difficiles, souvent avec, même quand la personne est malade, parce qu'il n'y a pas que ces risques-là. Il y a des risques de maladie aussi qu'on peut attraper et tout ça. Mais on ne s'en préoccupe pas. Ce qui intéresse la rédaction, voilà, c'est un papier qu'on vend et puis qu'on met à la une. Mais vous savez pourquoi vous ne l'avez pas entendu, ce discours-là? Parce que ce n'est pas un discours politiquement correct. Parce que le pigiste, il a besoin de gagner sa vie, donc il ne va pas dire qu'il a peur en général et qu'il a mis sa vie en péril. Il va dire oui, moi je peux y aller, moi je vous envoie l'info. Donc c'est aussi ça. Et on doit lutter contre cette précarité pour préserver. Nous sommes d'accord. Si je peux donner une anecdote qui, je pense, est assez parlante, et je pense que ça illustre aussi assez bien le dilemme des rédactions à Paris quand il s'agit d'aller sur des zones dangereuses. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, on a décidé avec plusieurs correspondants en Égypte d'aller en zone rouge, voilà, en Égypte, dans les montagnes du Sinaï. Moi, je me suis retrouvée face à une rédaction que je ne citerai pas, mais qui était très intéressée par mon reportage et qui m'a dit « Ah, ces zones rouges, non, écoute, c'est embêtant. Écoute, on ne peut pas te le commander, mais du coup, vas-y. Et puis, quand tu reviens, on en reparle. » C'était un peu l'air de dire, nous, on ne prend pas la responsabilité de t'envoyer en zone rouge, mais par contre, vas-y toute seule, et puis quand tu reviens, si ça s'est bien passé, on te le commandera peut-être. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation. Je suis quand même partie en zone rouge avec d'autres correspondants, et sur le trajet, donc on est 3, sur le trajet, l'ambassade de France se rend compte qu'on est 3 journalistes français partis en zone rouge. Pas d'accord du tout. L'ambassade appelle le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay nous appelle en nous disant « Vous rentrez tout de suite ». Bien évidemment, non, c'est notre métier. Désolé, on sait que c'est zone rouge, mais ça fait partie de notre métier d'aller justement en zone rouge pour documenter et rapporter des informations sur ce qui se passe. Le Quai d'Orsay appelle nos rédactions. Et moi, j'étais avec un collègue dans le bus, en pleine nuit, dans le désert. Sa rédaction l'appelle et lui dit écoute, on vient d'avoir le Quai d'Orsay, donc écoute, en fait, on t'avait dit OK pour y aller, mais maintenant que le Quai d'Orsay nous a appelé, en fait, désolé, mais on va te l'annuler.
Voilà, il était 2 heures du matin, on était dans un bus en plein milieu du désert, il n'était bien évidemment pas question de faire demi-tour, donc ce pauvre collègue s'est retrouvé avec nous dans le Sinaï, en zone rouge, et en plus sans commande. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Je pense il que était pigiste, il lui était aussi. pigiste aussi. Voilà. C'était la même chose que cette journaliste canadienne dont je parlais. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai dilemme, puisque à la fois, moi, ma rédaction était franchement pas très fine dans sa manière d'expliquer les choses, et en même temps, je pouvais comprendre qu'il y avait une inquiétude. Et à la fois, c'était pas. Je pense que la rédaction de mon collègue était aussi sincèrement de bonne foi, en se disant mince, le Quai d'Orsay nous appelle, ça doit vraiment craindre. Le problème de départ, est-ce que c'est pas un manque de protocole dans les directions des rédactions? Il y a une zone rouge, on doit savoir où sont nos journalistes et on ne va pas en zone rouge. Mais c'est nécessaire d'aller en zone rouge. Ne pas aller en zone rouge, oui, c'est ne pas aller à l'information aussi. C'est ça. Pas forcément. Pas forcément. Informer à tout prix. Oui, voilà. Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut être rédacteur en chef et dire « va en zone rouge » ? Moi, personnellement, je suis rédactrice en chef et je ne dis pas « va en zone rouge ». Je dis non. Tu risques pas ta vie, tu ne mets pas ta vie en danger pour l'information. Ça se discute. Ça se discute, mais je pense qu'il y a aussi la nécessité... Parce qu'une autre rédaction va avoir une sur ce même drame. Oui, et ça ne me fera pas changer d'avis. Ben non. D'accord. Ça se discute. Non. Une mort sur la conscience. Oui. Après, par exemple, sur la question de l'Égypte, la quasi-totalité du pays est en zone rouge. Mais le Mali, mais le Burkina, on est aujourd'hui dans à peu près dans la même situation. Voilà, il y a des moyens d'informer qui compliquent beaucoup les choses, mais où on essaie de préserver la vie des journalistes d'abord. Mais je pense que moi, j'ai conscience de ce dilemme-là. Je peux comprendre aussi que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Oui, mais je pense, et au monde, on est en train d'élaborer des protocoles qu'on respecte et que ce soit n'importe quel rédacteur en chef, qu'on soit dans le même cas de figure et avec le même type de décision. Et je crois que c'est des choses qui manquent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les journaux, c'est de l'artisanat, donc on improvise beaucoup de choses, mais je crois qu'on est arrivé à un moment où les choses sont vraiment compliquées et où il faut avoir des protocoles, des règles qu'on applique pour la sécurité, pour la santé sur le terrain. Il y a 2-3 thèmes comme ça. Alors, on pourrait parler toute la nuit. Hein. Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses ? Oui. On parlait effectivement de est-ce qu'il faut informer à tout prix. Moi, je suis assez d'accord avec Marilyn pour le coup. Alors, le risque, évidemment, c'est de créer des zones blanches, des zones où il n'y a pas d'information qui sort. C'est malheureux. Mais est-ce que c'est aussi à nous de nous substituer systématiquement aussi aux journalistes locaux qui ont peut-être plus de moyens pour se déplacer, pour aller à l'information? Moi, je vois dans mon cas où le fait d'être tunisien me permet... alors, il y a très peu de zones rouges en Tunisie, et même quand elles le sont, elles sont vraiment très rouges claires, on va dire. Mais voilà, moi, je prends ma voiture, qui est complètement non identifiable en tant que voiture de journaliste. Sur ma carte d'identité, il n'y a pas marqué que je suis journaliste, alors que généralement, il y a marqué la profession, mais j'ai réussi à ne pas la renouveler depuis que je suis journaliste. Et donc, voilà, je peux aller dans un peu partout où je veux, mais parce que je suis tunisien pour le coup, et ramener d'informations quand c'est nécessaire. Et je pense qu'à ce niveau-là, peut-être que la chose à faire, c'est peut-être essayer et là, c'est plus au niveau de la profession que ça doit se faire, améliorer peut-être la formation des journalistes locaux. Il y a beaucoup de travail qui est fait en matière de la part des fondations, de France Média Monde et d'autres organismes. Voilà, après, nous, on fait notre travail pour nos rédactions, mais l'information, c'est aussi une tâche collective, et c'est peut-être aussi sur les journalistes locaux qu'il faut se baser. Et d'ailleurs, très souvent, les correspondants, quand ils partent à l'étranger, ils ne peuvent pas se passer de locaux. Il faut des contacts, il faut pouvoir se déplacer, il faut connaître le terrain, et les fixeurs, à ce moment-là, sont indispensables. Je suis assez d'accord, et en même temps, ça veut dire aussi
laisser les zones dangereuses aux journalistes locaux. Et je ne suis pas sûre que ce soit très juste d'envoyer au casse-pipe les journalistes locaux pour nous ramener de l'information, parce que nous, Européens, Occidentaux, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Encore une fois, je pense que c'est une question qui est compliquée. Très compliqué. C'est très compliqué, et je pense que d'ailleurs, peut-être beaucoup plus compliqué encore pour les locaux, parce que pour les locaux, il y a encore beaucoup plus de pression. On peut faire de la pression sur leur famille, on peut pister leur famille, on peut... dans certains pays même, au niveau même de l'administration, pour certains journalistes, ils peuvent voir des proches être virés d'une fonction ou cela parce que tout simplement un des enfants de la fratrie écrit tel ou fait tel. Mais non, mais je pense qu'il faudra penser à beaucoup plus de synergie, tel que vous le disiez maintenant, qu'il y ait une charte qui puisse fédérer ces différentes rédactions, ou en tout cas comment dirais-je, la presse d'une manière générale, qui pourrait protéger et les locaux et les correspondants et les journalistes qui partent. Parce que vous l'avez dit, pour les fixeurs par exemple, c'est la même chose. Quand on a remarqué 1 ou 2 fois que vous servez de fixeur, ensuite même des téléphones qui peuvent être mis sur écoute, si on sait que vous êtes en relation avec un certain nombre de médias étrangers, c'est votre vie familiale, c'est votre intimité même qui est mise en jeu et tout le monde est mis sur écoute, vous voyez. Et puis bon, suivant les pays aussi, c'est pas la même règle déontologique qu'on dira, quoi. Mais à ce moment-là, on le sait d'une part, quand on est fixeur, par exemple, ça m'est arrivé de faire dans le cadre justement de cette enquête sur la torture, où on ne s'attendait pas du tout à rencontrer ce genre de pression policière, puisqu'on enquêtait finalement sur des événements qui s'étaient produits dans les années 80 et 90, dont des procès étaient en cours d'ailleurs, et qui ne concernaient absolument pas le pouvoir actuel. Et dans ces cas-là, il faut l'assumer, et effectivement, des fois, dévoiler la vérité, ne serait-ce que ça, c'est aussi un acte de militantisme. Mais il y a des mémoires dormantes, parce qu'au moment où vous allez réveiller ça, vous n'allez pas vous apercevoir que parmi les personnes... Mais bien sûr, les gens sont toujours à leur poste, évidemment, mais ça, c'est un acte de citoyen. On a la chance de pouvoir travailler dans ce métier. Soit on accepte avec les risques. Moi, en tant que Tunisien, je le fais. Je ne ferai peut-être pas. Effectivement, je risquerai peut-être pas ma vie dans n'importe quel pays ou pour n'importe quel article. Je me poserai des questions. Autant en Tunisie, j'y vais, par exemple, en sachant les risques que je prends. Alors après, je suis célibataire, j'ai ni femme ni enfant. Bon, mais ouais, c'est aussi un acte citoyen d'informer, et on le fait plus facilement quand c'est son pays, ou en tout cas quand on y a des intérêts propres. Alors, si on veut terminer, est-ce qu'on n'a pas oublié aussi un autre risque, qui est le risque psychologique sur des sujets? Je vous vois sourire, ça vous évoque des choses, parce que c'est vrai que c'est un métier, quand on travaille, qu'on part en reportage avec des humanitaires, on se rend compte au retour, ils débriefent, voilà, on les aide psychologiquement et tout ça. Et c'est vrai qu'en journalisme, on rentre, non? Est-ce que vous êtes dit On rentre rarement indemne. On ne rentre pas tout à fait. Oui, on ne rentre jamais indemne. C'est très mal pris en charge, je pense. Il y a un certain nombre de cellules psychologiques qui peuvent être mises en place pour les journalistes qui rentrent de terrain de guerre. Oui. Or, évidemment, le terrain de guerre est extrêmement choquant, mais sur des pays compliqués, moi je parle de mon expérience en Égypte, il y a une souffrance psychologique qu'on ne peut pas nier, qui est très sournoise, dont on ne se rend pas forcément compte. Et ça, c'est vrai qu'on est très seul face à ça. Après, je pense qu'il faut aussi reconnaître Il y a des rédactions qui sont plus sensibles que d'autres. Moi, je sais que je me suis retrouvée dans des situations, notamment lors d'arrestations ou lors d'événements assez violents, où voilà, il faut aller couvrir
voilà, dans des morgues, etc., il y a des rédacteurs en chef qui sont un peu plus sensibles à l'équilibre psychologique de leurs correspondants. Ou au moment des attentats. Voilà. Là, mais les grosses rédactions réagissent. Ça reste minoritaire. Généralement, c'est un individu dans une rédaction qui appelle en demandant si ça va. Ça en reste généralement là. Je pense que, oui, on y gagnerait à avoir un soutien psychologique un peu plus organisé, un peu plus présent. Mais encore une fois, ça demande du temps, ça demande des sous, ça demande de l'organisation. Et on a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à améliorer. Je ne suis pas sûre que, malheureusement, ce soit une priorité. C'est pas très prioritaire. Je pense bien qu'on devrait bien réfléchir, entre guillemets, à l'amiante journalistique. Parce qu'on parle après, plus tard, l'amiante. Oui, parce qu'après, quand les gens vieillissent, quand ils ont travaillé sur ces chantiers, on dit que l'amiante et tout, voilà, ils sont... Alors que pour les journalistes... Pour les journalistes, on dit c'est un métier qui use. Ou alors, on dit, sur l'Afrique, par exemple, sur ces terrains, on dit, oh là là, c'est un continent qui use beaucoup. Voilà. Couvrir les gilets jaunes aussi use. non, mais bon, il faut que les gens sachent ce qu'ils appellent ça use. Non, ce que je veux dire, c'est pas par rapport à ce qu'elle disait, c'est que des années après, quand on a arrêté son métier de journalisme, quand on a été sur des terrains, il y a des traumatismes qui peuvent revenir, on peut devenir migraineux en repensant à cette chose, mais tout ça, c'est pas pris en compte, alors qu'un ouvrier ou un jardinier ou tout, on dira, bon voilà, les engrais qu'il utilisait, peut-être c'est pour ça qu'il a des boutons aux pieds ou c'est cela, mais les journalistes, on ne va pas y penser de la même manière, mais je pense que c'est... il faudrait qu'on arrête de donner des leçons, c'est clairement, et qu'on pense à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes toujours prêts à être des donneurs de leçons, mais on ne pense pas du tout à notre avenir ou à notre retraite ou cela. Psychologique, je ne parle pas d'argent, mais plus il tard, me semble justement que les anglo-saxons sont un peu en avance sur finalement ce qui s'apparente à un stress post-traumatique. Oui, voilà. C'est exactement ça. Alors moi, j'ai pas vécu personnellement, heureusement, mais ma copine, mon ex-copine du coup, l'a vécu et effectivement est rentrée complètement transformée d'un reportage sur des disparitions et les charniers en Amérique centrale. Avait suivi des migrants et je n'ai plus reconnu quand elle est rentrée. Et il lui a fallu des mois, plus d'une année je crois d'ailleurs, pour s'en remettre complètement avec un traitement, un suivi. Est-ce qu'elle a été aidée par sa rédaction ? Je pense qu'au début elle ne l'a pas remarqué elle-même. Et moi non plus, je ne suis pas très bon psychologue. Mais quand elle s'en est rendue compte, elle a été très rapidement prise en charge. Je crois que c'est une ONG britannique, elle se trouvait là-bas à ce moment-là, qui justement a fait une spécialité de la formation et du soutien aux journalistes. Et donc, elle a pu s'en sortir. Mais voilà, bon, du coup, on a été vus ensemble. On dira qu'elle ne travaille plus avec nous, donc si vous êtes tombé malade après, ça ne regarde pas. Mais c'est pour cela que je dis qu'il faudrait... entre guillemets, qu'il y ait... Mais c'est une question que les rédactions, j'imagine, se posent déjà, ne serait-ce que par sécurité juridique. Vous avez raison. On se la pose pour les zones de guerre. On se la pose beaucoup moins alors qu'il y a vraiment beaucoup de circonstances. Non, mais pas forcément des zones de guerre. Par exemple, quelqu'un qui a été sur un terrain, par exemple, une épidémie comme Ebola ou autre, ou le choléra et tout, mais il n'y a pas que la guerre, c'est-à-dire il n'y a pas que la violence physique qu'on voit, mais il y a aussi d'autres formes de violence auxquelles on peut participer. Donc il faut toujours tenir compte de ça. Oui. On est tous fragiles. Donc je vous propose une chose, c'est qu'on referme ce débat pour ce soir. C'est évidemment le type de sujet qui n'est pas clos. Qu'on n'épuise jamais. Voilà, qu'on n'épuise jamais. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier tous les trois de vos témoignages et de votre présence et de cette analyse. Oui, je crois que vous pouvez les applaudir. Merci.